Bonjour! Cette vidéo, c'est un peu une suite de ma vidéo qui s'appelait La mauvaise amie, dans laquelle je racontais une anecdote qui est arrivée avec une de mes amies. Dernièrement, j'ai deux de mes amies qui, chacune de leur côté, avaient un problème de relation avec une personne de leur entourage qui a un trouble de personnalité. Et donc, ces deux amies-là étaient chacune en admiration de la façon que j'arrive à accepter les comportements des personnes qui ont un trouble de personnalité. Comment ça se fait que je leur en veux pas, que je suis pas en colère contre eux, puis que j'accepte leur incapacité à agir mieux ou selon mes attentes, en tout cas. Donc, on s'est mis à discuter du fait que je suis capable de faire ça maintenant parce que j'ai appris comment se développent les troubles de personnalité en lisant là-dessus, puis en ayant des formations. Je comprends les retards que ça occasionne au niveau du développement socio-affectif, puis à quel point aussi les mécanismes de défense psychologique sont facilement activés quand une personne a un trouble de personnalité. Puis, bien sûr, dans un monde idéal, ces personnes-là recevraient de l'aide. Mais mon constat, c'est que dans notre société actuelle, on ne donne pas d'aide psychologique aux gens qui sont incapables d'identifier qu'ils en auraient besoin parce que nos fonctionnaires, ils ignorent ou ils n'acceptent pas, on ne sait pas trop, que certains troubles mentaux ou de personnalité font en sorte que la personne n'est pas en mesure d'identifier qu'elle aurait besoin d'aide. Bon, avez-vous remarqué que j'ai parlé de savoir puis de accepter? Il y a une différence entre les deux. Mes amis, chacun de leur côté, ils disaient « Ah, je l'accepte, qu'il y a un trouble de personnalité, puis à cause de ça, il n'est pas capable, par exemple, d'admettre ses erreurs ou d'accepter la critique, etc., ou qu'il ressent de la peur d'abandon, etc. » Mais ce que mes amis, que je leur expliquais, j'ai dit « Ok, oui, il y a une différence entre savoir puis accepter. » Savoir, ça, c'est j'ai de l'information, j'ai eu de l'éducation sur un sujet par la portion cognitive de mon cerveau. Elle comprend, par exemple, tel trouble de personnalité. C'est quoi les défis, puis qu'est-ce que je devrais faire pour avoir une meilleure relation avec ces personnes-là, etc. Ou, par exemple, je sais, parce que j'ai eu de l'information, c'est quoi les incapacités liées au TSA. Mais, par contre, accepter, ça, c'est d'autres choses. Accepter que la personne ne peut pas se comporter comme je voudrais à cause de sa déficience ou de sa maladie ou de son trouble de personnalité, ça relève de la portion affective de mon cerveau et non pas du cognitif. C'est la personne, son comportement ou son absence de comportement, ça induit des grosses émotions pour moi et donc je dois accepter ces émotions et je dois accepter que la personne n'est pas capable de ne pas me faire générer ces émotions. Moi, j'essaie de m'adapter à elle, mais il faut que j'accepte qu'elle n'est pas capable, elle, de s'adapter à moi. Donc, il y a une grosse différence entre savoir et accepter. Et là, chacune de mes amies m'a dit indépendamment, mais j'en reviens pas que toi, tu arrives à accepter, par exemple, les difficultés des personnes qui ont des troubles de personnalité. Je passe ma vie à militer pour que les non-autistes acceptent les incapacités causées par les déficiences du TSA. Alors, je ne peux pas vraiment refuser d'accepter les incapacités des autres. Ce serait un gros manque de congruence. Bien sûr, ça n'a pas été facile d'en venir là. Moi aussi, au début, ça me fâchait, j'étais en colère comme eux autres, là. Je me disais, ça n'a pas de bon sens, quelque chose de même, patati, patata. Moi aussi, j'avais ces réactions-là de base. Mais je me suis mis à faire un peu d'introspection, puis à me dire, c'est exactement, dans le fond, la façon que les autres réagissent quand ils sont confrontés à mes incapacités. Mais je ne peux pas agir de la même façon. Puis je me plains de ça, que je ne peux pas agir de la même façon. Je ne peux pas, moi aussi, refuser d'accepter les incapacités des autres. Et tout ça, ça m'a amené une autre réflexion. Souvent, on me demande c'est quoi la chose la plus difficile pour toi à propos de vivre, d'être une personne autiste. Puis souvent, je ne savais pas trop quoi répondre à ça. Puis finalement, la réponse, c'est ça. C'est ce que je trouve le plus difficile, c'est de savoir que toutes mes relations interpersonnelles vont se terminer de la même manière. Peu importe si c'est des relations personnelles, professionnelles, etc. Il arrive une situation où je ne peux pas répondre aux attentes
aux désirs ou aux besoins de la personne à cause d'une de mes déficiences. Puis là, ben, la personne, elle n'arrive pas à croire à ma déficience parce qu'elle est invisible. Alors, la seule explication possible dans son schéma de pensée, dans sa réalité, pour qu'elle puisse s'expliquer mon comportement, ben, c'est que j'ai voulu mal me comporter. J'ai voulu refuser de répondre à son désir. J'ai voulu la blesser. Je refuse de faire comme tout le monde. Je suis une paresseuse. Je veux m'opposer, etc. Donc, tous des jugements moraux. Parce que s'il n'y a pas d'explication, il y a une déficience, parce que la déficience est invisible, il reste juste la moralité pour expliquer que je me comporte mal ou que je ne réponds pas à leurs attentes, bref. Et ce genre de moment-là où je n'arriverai pas à répondre à une attente, c'est inéluctable dans mes relations interpersonnelles. Et c'est ça qui cause, par exemple, les refus de nous donner du soutien à l'école, au travail, dans les familles, par les professionnels. Ben oui, parce que si on est juste paresseux ou qu'on fait juste s'opposer, on ne va pas lui donner du soutien, c'est pas ça qu'elle a besoin, hein? Elle a besoin de se faire brasser. C'est ça aussi qui cause notre exclusion sociale de l'école, du travail, des loisirs, du voisinage, de la famille, parce que elle veut pas faire comme tout le monde, elle veut encore une fois être paresseuse, etc. C'est une pas fine. Et bien sûr, quand tu vis de l'exclusion sociale à grande échelle dans toutes les sphères de ta vie, qu'est-ce qui arrive? De la pauvreté, parce que tu as de la difficulté à avoir un revenu. Tu as de la difficulté à avoir une bonne santé physique, parce que tu as de la malnutrition chronique, parce que tu n'as jamais assez d'argent. Tu as des maladies psychosomatiques, tu as des maladies liées au stress élevé chronique, à la fatigue chronique. Tu as de la difficulté à avoir un logement décent, tu as des problèmes de santé mentale, de la dépression, de l'anxiété, des idées noires. Et j'ai aucun pouvoir pour changer ça dans mes relations. Il y aura toujours un moment où je n'arrive pas à répondre aux attentes. C'est justement pour ça que j'ai un diagnostic d'un trouble neurodéveloppemental, le trouble du spectre de l'autisme. Même à 45 ans, j'ai encore du retard développemental dans plusieurs habiletés, puis il y a des choses que, de manière évidente, je ne serai jamais capable de faire. Puis, je ne peux pas non plus changer la façon dont les autres me perçoivent. Je peux bien sûr faire ce que je fais ici sur l'adulte autiste, c'est-à-dire je peux informer les gens à propos des déficiences cognitives, des anomalies sensorielles, puis tout le reste. Mais je ne peux pas empêcher que les gens soient trop pris dans leurs émotions pour réussir à analyser la situation avec la portion cognitive de leur cerveau, ce qui leur permettrait d'arriver à percevoir que c'est telle déficience qui m'empêche de répondre à leur attente. Je ne peux pas non plus les forcer à ressentir de l'empathie envers moi, ni les forcer à être capables de théorie de l'esprit envers moi. Parce que je sais, et surtout j'accepte, que tous les humains sont incapables d'empathie envers les humains qui sont trop différents de soi. Donc, par exemple, si on prend l'exemple que je donnais dans la vidéo La mauvaise amie, où j'ai dû abandonner une amie parce que je devais sortir de la situation, parce que j'étais au bord de l'effondrement artistique et j'ai vécu souvent ces situations et j'étais dans un endroit où personne ne connaissait. Et ce qui arrive dans ce temps-là, on appelle les policiers parce que je fais énormément de stéréotypies épeurantes. Et ça finit toujours de la même façon. On me plaque au sol, on m'attache et quand c'est pas pire même. Donc, j'ai des traumas par rapport à ça. Je ne veux pas revivre ces situations violentes-là. Je ne veux pas non plus revivre d'être complètement droguée de manière exagérée parce qu'on pense que je suis dangereuse alors que je fais juste des stéréotypes et que j'arrive plus à parler. Bref, si on analyse cette situation-là, si mon amie était capable d'analyser cette situation-là avec la portion cognitive de son cerveau, elle verrait bien que, bien oui, logiquement, il fallait que je sorte de la situation. Puis elle voulait plus, elle avait rompu la communication parce qu'elle était plus capable d'avoir une conversation, ce qui était correct. Mais moi, je n'avais pas le choix de m'en aller et d'aller dans un environnement sécuritaire, c'est-à-dire essayer de rejoindre quelqu'un qui pourrait prendre soin de moi à ce moment-là. Mais
j'en veux pas à mon amie. Et contrairement à mes autres amis qui, elles, en veulent à mon amie. Moi, j'en veux pas à mon amie parce que je comprends qu'elle n'est pas capable d'analyser la situation avec le côté cognitif parce qu'elle est coincée dans son émotion d'abandon qu'elle a ressentie. Et donc, elle continue, même des semaines plus tard, à analyser la situation sous le prisme de son émotion d'abandon. Je me sens abandonnée, donc forcément, c'est parce que Isabelle voulait m'abandonner. Elle voulait que je ressente de l'abandon. Et donc, sa réflexion ne va pas plus loin que ça. Elle est coincée avec l'analyse émotionnelle. Et je dis pas ça méchamment. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé dans des situations d'être coincée dans une analyse émotionnelle de la situation. Donc, l'incapacité que j'ai en tant que personne autiste de répondre aux attentes, incapacité qui est causée par mes déficiences, qui sont des déficiences invisibles, je sais que ces déficiences-là sont inconcevables pour une personne qui ne vit pas avec ces déficiences-là, parce qu'elles sont invisibles. Et tout ça combiné à la faible capacité d'empathie et de théorie de l'esprit de tous les humains, là. C'est ça qui est le plus difficile à accepter puis à vivre au quotidien en tant que personne qui a un trouble neurodéveloppemental. Comment, en effet, est-ce que je peux réellement accepter que je suis condamnée à être jugée une mauvaise personne, tout en vivant dans une société qui, maintenant, je le sais, considère que c'est correct de maltraiter, d'exclure, de refuser de donner du soutien aux personnes qu'on juge mauvaises. Et alors que j'ai aucun pouvoir, là, à part d'essayer d'informer les gens sur les déficiences cognitives, puis d'essayer de les aider à développer leur capacité d'empathie puis théorie de l'esprit, qu'est-ce que je peux y faire? Pas grand-chose. C'est ça que je trouve le plus difficile d'être autiste. C'est ça qui m'empêche de dormir. C'est ça qui fait que chaque matin, je me dis « Oh non, je ne suis pas encore pris dans ce foutu jour de la marmotte qui se répète à l'infini. » C'est ça qui rend quasiment impossible que j'aie pas un affect dépressif. Malgré que j'ai un tempérament entrepreneur, puis j'ai une propension naturelle face à un problème ou à une difficulté à chercher des solutions, à foncer, mais quand tu es face à un problème sur lequel tu n'as aucun pouvoir puis que tu sais qu'il va se répéter à l'infini, comment tu peux ne pas avoir un affect dépressif? Si vous saviez à quel point j'en ai marre certaines journées, à quel point j'ai envie d'abandonner d'essayer de changer les choses, ça donne plus rien. Après tout, je suis celle dont on dit qu'elle s'exprime mal, puis qu'elle ne comprend pas le comportement humain. Hein, c'est même dans les symptômes, dans le diagnostic de TSA. Mais malgré tout, c'est aussi à moi qu'on met le fardeau d'instruire les non-autistes, ceux qui supposément savent naturellement tout ça. Je suis aussi celle qui supposément, encore une fois, selon les symptômes du TSA, n'a pas de théorie de l'esprit puis d'empathie. Puis malgré tout, c'est moi qui passe chaque jour de ma vie à essayer d'aider les non-autistes à développer l'empathie puis la théorie de l'esprit. Assez comique quand même, hein? Tout ça, c'est extrêmement frustrant. Puis comme l'a dit Elvis dans son témoignage sur cette chaîne, je comprends les autistes qui sont en colère puis qui sont rendus à croire que la violence ou le refus d'interagir avec les humains, c'est des solutions appropriées. Je comprends parce qu'il faut énormément de résilience, de foi en l'humanité puis de persévérance pour continuer à opter pour la non-violence quand pratiquement tout ce qu'on reçoit dans les relations, c'est de la violence. Parce qu'on ne réussit pas à répondre aux attentes, puis qu'on est perçu comme mauvais, puis que c'est correct de violenter les mauvaises personnes. Attention, je ne cautionne pas la violence de la part de personne. Je pense qu'on devrait toujours essayer, je ne dis pas qu'on va réussir, mais on devrait toujours essayer d'agir de manière non violente. On devrait toujours essayer d'utiliser la portion cognitive de notre cerveau, même si on a tellement envie de rester dans la portion émotive. Quand l'autre personne nous donne une explication de pourquoi il n'a pas réussi à répondre à ta attente, on devrait essayer au moins
de prendre le temps de considérer sa position, sa réalité, au lieu de rester coincé dans notre émotion. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que je réussis toujours, mais je dis que ça se pratique puis ça se développe. Parce que j'avais définitivement pas la même capacité d'empathie et de théorie de l'esprit à 16 ans que je n'en ai maintenant à 45 ans. Donc, si malgré mon trouble neurodéveloppemental, j'ai réussi à développer beaucoup ces facultés-là, mais je pense que chacun peut réussir à les développer au moins un peu.